le DG tremble lorsqu'il doit rencontrer le conseil? Parce que c'est pas un conseil d'administration, c'est un conseil de descension. Le langage de conseil d'administration, c'est l'argent. Eux veulent gagner de l'argent. Donc, si ce que tu apportes sur la table ne leur permet pas de gagner de l'argent, eux, ils vont penser que vraiment, tu veux les faire sortir de l'argent de la poche. Et ils ont tout en ce regard-là. Donc, attends de savoir, OK, ce que je lui envoie présenter comme projet là, qu'est-ce que ça rapporte au conseil d'administration en termes de gains? Et lorsque le conseil d'administration n'a pas la compétence en interne pour faire la stratégie, est-ce que le DG doit donc partir vers eux avec une stratégie définie? Rappelons que la stratégie, c'est ce qu'on fait lorsque on ne sait pas quoi faire. Et la tactique, c'est ce qu'on fait lorsqu'on sait quoi faire. Oh là là. Lorsqu'un DG n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il faut prendre du recul pour formuler de nouvelles stratégies. Mais quand le DG s'y va en conseil d'administration, on le lynche, on le tape dessus. Alors qu'en réalité, les chiffres ne sont pas bons. Parce qu'il y a des gens qui valident alors qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Si tu n'es pas en train de parler le langage de chiffres avec le conseil d'administration, tu vas beau mettre la théorie que tu veux, ils vont jamais valider tes projets stratégiques qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc, il faut avoir un regard des chiffres. Imaginons par exemple que la dernière fois, nous avons perdu notre directeur commercial parce que nous payons moins cher. Le DG va en conseil d'administration et il dit, il nous faut recruter un nouveau TSI. Et il dit, voici combien ça va coûter. Les gens disent, non, c'est trop cher. Et il ne valide pas. D'accord. Et il se tait, il ne dit rien. Quelle serait la meilleure approche? Non, mais en fait, il n'a pas présenté une stratégie, il a présenté une action. Une action. Voilà, c'est ça. Maintenant, s'il dit, OK. Et les gens se mettent une peur. Il transpire en fait. Avant d'aller en conseil d'administration, il éteint le téléphone, il est indisponible. C'est qui est Voilà tout ça. C'est les gens qui prennent des médicaments tout le temps. Hein. Mais comme le dit un proverbe africain, ce n'est pas la peine de vouloir faire le signe de croix quand tu sais que ton marabout habite juste à côté. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de la Team Agile by Agile Team, le talk des décideurs agiles. Ensemble, chaque semaine, on décrypte, on analyse, on challenge ce qui secoue le monde des affaires, de la tech, du business et du leadership dans le monde et surtout en Afrique. Je suis votre hôte, Dominique Odiep, et je suis en compagnie, comme d'habitude, de Tanela Vosi, députée CEO d'Agile Team. Hello, bienvenue Tanela. Ça va? Ça va, et toi? Ça va très bien, merci. Non, pas comme si vous n'êtes pas vieux. Nous sommes un peu assortis en couleur là. Oui, absolument. On est connectés, tu On est vois. connectés, Quand tu on vois. voit les ondes, Alors qu'on ne sait pas parler. Hein. Voilà. Je suis là encore. Nous sommes bien sûr. Il s'est fait remarquer. Donc de Herman Capo, chairman de HNC. Bienvenue Herman. Non, coucou. Au cas où je suis pas à côté. Il est juste là à côté. Il nous partage son expertise de plus de 20 années en entrepreneuriat, bien sûr. Et bien sûr, dans cet épisode aussi, nous aurons le hot topic avec notre invité de jour qu'on présentera tout à l'heure. Alors, on commence en flèche avec les top business news. C'est parti, Tanela? Absolument. La Tanzanie atteint son objectif de tripler le nombre de visiteurs touristiques. Diamo, la première fintech à obtenir un agrément de microfinance, bien sûr en Afrique francophone. Larry Ellison, l'homme qui a parié sur les bases de données et finalement gagne avec l'IA. En top trend aujourd'hui, on verra également chaque pays doit-il avoir sa compagnie aérienne. Rappelez-vous, dans le précédent épisode, on parlait du Niger qui a lancé sa nouvelle compagnie nationale. On en parlera tout à l'heure dans les top trends. Et bien sûr, en hot topic avec notre invité du jour, on parlera entre DG et le conseil d'administration qui définit et pilote la stratégie d'entreprise. C'est dans ce rendez-vous stratégique avec vous et la team Agile. Yes, on y va. On y va. Tanela. Le premier sujet de Top Business News, c'est la Tanzanie, apparemment, qui a doublé son objectif qui a triplé son objectif fou. Absolument. D'atteindre un certain nombre de quoi, c'est 5 millions de visiteurs touristiques. Voilà. Tu peux nous en dire plus sur les chiffres? Oui, Dominique, absolument. Alors, la Tanzanie avait fixé un objectif très ambitieux, donc de tripler le nombre de visiteurs du pays. Eh bien, ces choses réussies parce qu'en 2024, on a comptabilisé 5,36 millions de touristes, contre l'objectif initial de 5 millions, atteint en un an et en avance même d'ailleurs. C'est juste incroyable. Les recettes générées en 2024 sont estimées à environ 4 milliards de dollars. Et l'objectif du coup pour l'année 2025 est 6 milliards de dollars de recettes. En termes de croissance, donc entre 2022 et 2023, donc on observe une hausse de plus de 24% de visiteurs. Donc on passe de 1,45 million à 1,81 million de visiteurs internationaux. Wow. Et oui, et ça fait du bien à la Tanzanie.
parce que et à son économie aussi, bien Bien évidemment. sûr, hein. La Tanzanie attire, elle a tout de toute La, manière. La Tanzanie a un levier touristique très incroyable. Absolument. D'ailleurs, je remarque d'ailleurs, j'aimerais bien dire que la Tanzanie mise aussi beaucoup sur le storytelling Oui. pour pouvoir vendre ce pays, la destination. Ils ont ce tandem qu'on appelle nature-aventure. Absolument. Et puis, tu vois, ils misent sur cette image-là. Quand tu regardes les images de la Tanzanie qui sont véhiculées sur Internet, quand tu fais des recherches, ça te fait rêver et tu as envie d'aller en Tanzanie. Aujourd'hui, tout le monde veut partir en Tanzanie pour se marier, veut aller en Tanzanie pour les vacances, pour les belles plages, pour la couleur de la mer bleue. Et tu vois finalement... Turquoise. Voilà, turquoise, surtout bleu turquoise. Donc, d'ailleurs, on est en bleu aujourd'hui. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment pour moi, en tout cas, Ouais. c'est ça la clé de la différenciation. Oui. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a autre chose aussi en Oui, non, dehors je de le pense aussi. storytelling? Je pense aussi. Alors effectivement, c'est vrai que le storytelling est très ancré et très fort. Ça, il faut le dire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller au En moins Tanzanie? une fois en Tanzanie. Mhm. Mais par contre, il faut dire aussi effectivement que durant Covid, Mhm. là où toutes les frontières étaient fermées, la Tanzanie avait ouvert ses frontières. Ah, wow. Et donc, a Mais ça a bénéficié- emporté le président. Il a eu Covid. Ah, c'est Bon. glauque. C'est trop glauque. tout laisse, non? Tout laisse. Donc, je pense que ça a contribué aussi à donner en fait une image d'un pays ouvert, Oui. accueillant, etc. Et puis, bien évidemment, en termes de ressources naturelles même, hein, il y a les belles plages, l'écotourisme aussi qui se développe de plus en plus, à l'instar du Kenya, etc. Air France aussi qui opère des vols quand même assez réguliers depuis en la France. Tanzanie, Oui, voilà, effectivement. exactement. Et donc, il faut dire que tout ça, finalement, c'est le cocktail de réussite et qui permet finalement à la Tanzanie d'attirer de plus en plus de visiteurs internationaux, voire même nationaux. Même. Voilà, du nation branding associé à la volonté politique permet de rendre les pays plus attirants. Mais Attractif. il y a des ressources réelles, hein. Effectivement. En plus de Zanzibar, qui est une attraction incroyable. Il y a même une île de Zanzibar que Bill Gates a achetée. Oh. Il a construit un hôtel privé. Bon, c'est officiellement ouvert, mais officieusement inaccessible. Hein. Parce que quand on dit Bill Gates a fait un hôtel, Bien sûr. donc, c'est avec ses amis. Hein. Bien Bon, sûr. bref. Parfois, on oublie que la Tanzanie, c'est également le mont Kilimanjaro, Tout à fait. qui est le mont le plus élevé d'Afrique. Et beaucoup de touristes européens se rendent en C'est un Tanzanie. point d'attraction C'est pour une aller grosse justement attraction. faire l'ascension du Voilà. mont Je crois Kilimanjaro. Air France Paris, ils ont une ligne qui arrive jusqu'à Kilimanjaro. Ah ben bien sûr, Direct. Ethiopian par exemple dessert Kilimanjaro et en plus de desserrer par exemple de desservir du moins Zanzibar. Et voilà, Zanzibar a un aéroport qui n'a absolument rien à voir. Non, c'est plus grand que l'aéroport d'Abidjan pour l'information. Et je crois que l'aéroport de Kilimanjaro est certainement plus grand que l'aéroport de Cotonou. Donc c'est la volonté politique. Ils ont investi énormément d'argent. Donc, pour pouvoir valoriser leurs ressources naturelles et puis qui existent, qui sont réelles, valoriser en fait. Arusha, par exemple, ils ont transformé ça en une capitale politique, mais une capitale diplomatique. On a entendu parler, par exemple, du tribunal du TPR, du tribunal spécial pour le Rwanda, donc qui était basé, par exemple, à Arusha. Et Arusha est une ville magnifique. Et en plus de Dar es Salaam, donc autant d'attractivité. Donc, du coup, ils ont de quoi attirer. Je pense pas qu'il y ait un endroit en Tanzanie qui n'est pas beau, hein. Franchement, toutes les villes sont magnifiques. C'est voilà. des pays de rêve. Et puis ensuite, ils ont su le valoriser contrairement à certains pays qui se présentent mais qui, ne sont pas encore vraiment en mesure d'attirer. En top business news numéro 2, cette année-là, on va parler de Jamo. Jamo est une fierté nationale en Côte d'Ivoire, est une fierté en Afrique francophone en termes de fintech. Les Sénégalais ont fait Wave, donc. Les Ivoiriens ont fait Jamo. On sait bien que Wave n'est pas sénégalais. Ah bon, c'est pas sénégalais? Bon, bref. Première fintech, justement, en Afrique francophone, avoir un agrément, une licence agrément. C'est vrai que les Ivoiriens aiment dire qu'ils sont premiers. Non, ça. Microfinance. Et du coup, c'est une très bonne chose parce que, apparemment, on pourra ouvrir des comptes bancaires, on pourra avoir des comptes courants, etc. Là, s'il te plaît, donne-nous des chiffres. Des comptes d'épargne rémunérés, tu vois, jusqu'à 6% d'intérêt. Des prêts, des crédits qui pourront aller jusqu'à 1 million. Wow. Des prêts dans l'application. Ouais. Ouais, effectivement. Et en 2025, justement, Jamo a levé 17 millions de dollars dans une levée de fonds, ce qui a constitué, et a fait d'elle plutôt l'une des plus grandes startups ivoiriennes. Et elle a traité aussi un nombre significatif d'opérations, il faut le dire, depuis son lancement. Donc, ce qui est une...
traction déjà forte dans l'obtention de cette Sachant que licence. récemment, elle a fait une grande levée de fonds. Oui. Mhm. C'est ça. Herman, est-ce que tu penses que justement, Non, j'ai les déjà vu comment fintech... elle parle de ça avec excitation. Bien, c'est normal, qu'est-ce que tu veux? Et donc, comment je... La dernière fois, on parlait de Bénin. non, Il non, était mais- très content, il faisait Non, des non, non, silons mais- et tout. Voilà, non, maintenant, on parle de Jamo. Quand tu parles du Herman- Bénin, je ne parlais même pas. Ah, C'est toi-même- Herman, C'est toi-même qui avait le visage ne trahit pas. Donc, les mimiques du visage ne trahissent pas. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais parler autant d'excitation de Qu'est-ce que Jamo? tu penses de Jamo? Non, mais je crois que... Je suis en train de, je voulais te demander, Oui, justement, oui. est-ce que les banques, justement, comme la Banque centrale, ne sont pas justement en train de donner plus de crédit aux fintech? Non, il y a ce qu'on Startup? appelle un smart move. En stratégie, on dit quelqu'un fait un smart move. Yes. Donc, des chiffres. ce que Jamo fait là, c'est vraiment un smart move. Mhm. Pourquoi? Parce que le business model de Jamo est plutôt, on va dire, basé sur le fait qu'ils vendent des cartes bancaires. Mhm. Et ils montrent que c'est accessible, c'est valable un peu partout dans le monde et c'est utilisé comme un outil pratique. Julaya a tenté, on va dire, la même chose Effectivement. avec des fortunes, comme on dit, diverses. Et ce mouvement que Jamo vient de faire est le bon mouvement à faire. On a parlé de Money Point, si vous vous souvenez, dans Effectivement. l'un de nos épisodes. Mhm. Et c'est exactement ce que Money Avec Point a Mamadou fait. Debré. Donc, FinTech qui rachète une microfinance ou bien qui a l'agrément de microfinance et qui donc du coup va surfer sur l'agilité technologique. Ouais, mais pour t'imagines, pouvoir hein? toucher plus. Donc, moi, je crois que c'est vraiment C'est smart. juste smart. C'est Ouais, vraiment attends, smart de leur... Et ils l'ont Oui. fait à temps. Pourquoi? Parce Ouais. que avec le paiement instantané, eh bien, l'utilisation des cartes bancaires Oui. allait être drastiquement réduite. Mais en faisant ce move-là, ils sont en train... Ils vont certainement, si ils ont, on va dire, la quintessence, la structuration technologique et stratégique nécessaire, oui, pourquoi pas, ils peuvent devenir le futur Revolut de l'espace. Comme on parlait oui, justement moi. avec Revolut, on disait Absolument. Non, que ils ont c'est tout- le même modèle, Moi, j'aime bien, comment il s'appelle, Bamba, Régis? c'est ça? Régis Non, moi, Bamba. j'aime bien son mindset. Hein. Régis Bamba, C'est big quelqu'un up. de vraiment, voilà, il est vraiment smart. Avec son gars, je sais pas comment il s'appelle. C'est normal, c'est le déchet. Bon. Comme de dire, déchet déjà l'ombre et tout. Bon, d'accord, très bien. Donc, du coup, non, mais moi, j'aime bien, là, et puis, je me rappelle quand les gens se plaignaient de ces tarifs, et on l'a vu dans un podcast de Edith Brou. Edith Brou, et il a assumé, et il a expliqué. Oui. Et ça, on appelle ça la transparence. Un Et en positionnement matière clair et de business, transparent. et surtout en matière de finance, celui qui est transparent montre que j'assume. Oui, les Je gens, vous offre surtout une que les qualité gens de peuvent service donner avec- leur argent, en Et- fait. Mais alors, la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle? J'espère que c'est pour qui? Est-ce que c'est pour les microfinances? Ils n'ont qu'à se préparer. Ah, Mmh. c'est clair, hein, ça sent Donc, pas très bien pour on eux. parlait de les digital credit providers la dernière fois. Effectivement, Et c'est ça que Jamo Jamo est va en train de pouvoir faire. faire. Et donc, je vais voyager et je n'ai pas l'argent. Mhm. Jamo me prête de l'argent Un million, tu prends, tu et j'alimente ma carte Jamo avec. Tout à Et fait. puis, je vais... Je peux Donc, voyager, la je fais fois, j'étais parti au paiements, etc. Nigeria et on dit travel now and pay later. Donc, Yeah. tu vois, il y a des gens qui disent à leur Voyage maintenant famille, et paye et après. les enfants, compte tenu de la situation là, cette année, on n'ira pas C'est en difficile. vacances. Mais on peut maintenant avoir des wallets, une carte Jamo chargée par un crédit Jamo. Ben, Mhm. je suis en train d'imaginer, je sais pas quels sont les produits qu'ils vont lancer. Même produits comme ça, c'est des choses qu'ils vont faire. Et ça va être smart, ça va être rapide. Parce que la donnée permet de pouvoir profiler les clients, de savoir qui j'ai affaire. Et le credit scoring, s'il le réussit bien, eh bien, je crois qu'ils vont faire des merveilles. Ah ben, j'espère qu'ils en ont l'ambition et qu'ils ont toute l'agilité. Mais compte tenu du côté smart, eh bien, des dirigeants de là-bas, et je crois que, ben voilà, toutes les conditions sont créées pour qu'ils y arrivent. Jamo va certainement dominer son marché. Espérons peu que si. On va C'est espérer, on va Peut-être espérer que si, comment ils sont en train de discuter le marché justement pour y arriver. Oui. On parlera mais pas oui. encore de discussion parce que ils ne font encore rien d'extra. Ils font bien ce que les autres ont du mal Bon, à c'est faire. vrai, Voilà, effectivement. ils font bien ce que les autres ont du mal à faire. C'est pas encore de la disruption. La Ok. disruption, Mais c'est quand tu fais des choses que les gens tentent de faire, ils sont en train de tousser. Mais est-ce que, justement, est-ce que ce Comme que... le dit un proverbe est-ce africain, que La est-ce même que façon tu de n'as pas finir par... l'impression que les autres justement sont en train de tousser à ce niveau? Justement. Parce que c'est pas comme si non, mais ça arrive, c'est alors, il y a banal. plusieurs façons d'avoir un agrément de microfinance. On peut racheter une microfinance et il y a assez de microfinance à racheter. Mais les gens parce ne que- le font pas. Non, mais il y a la règle, non, il faut avoir du cash. Et il faut en avoir l'ambition. C'est pour ça qu'on dit qu'ils Et il sont faut- donc, ça 18. disrupte Exact. quelque part. Et non, c'est pas encore de la disruption. La disruption suppose que tu fais des choses et les gens passeront des semaines, des mois et des années à pouvoir rattraper. Ça change complètement l'écosystème. C'est-à-dire qu'on part de 3,5 de frais, Mhm. OK, à 1% de frais. On D'accord. part de frais existants à 0 frais. Là, c'est de la... Et les gens qui décident de le faire, voient qu'ils doivent perdre une bonne partie de leur rémunération. Soit ils ne le font pas et tu les tues, ou ils le font et ils perdent de l'argent. Ça, c'est de la
disruption, on n'est pas encore dans ce schéma. Waouh, ok, Mais d'accord. ils sont assez smart pour pouvoir le faire. Mais c'est de l'innovation quand même, à la limite. Non, on appelle ça, c'est un smart move. C'est un mouvement, c'est même pas Stratégique. non, c'est tactique. Tactique. Ok. Voilà, smart move. Ils ont décidé de faire quelque chose que tout le monde devrait faire Ok. avant tout le monde. C'est plutôt tactique, c'est pas encore très stratégique. Avant-gardiste. Non, smart move. D'accord, ok. Voilà, c'est-à-dire que J'ai essayé de faire changer. nous deux, on a la Ok, même idée. smart move. Nous deux, on a la même idée. D'accord. On a la même envie. Ok. Stratégiquement, on a décidé de le faire. Mhm. Je le fais avant toi, on a fait ça smart move. C'est très bien Donc, qu'on parle justement de stratégie parce voilà, c'est pas que juste tactique, je me ce n'est rappelle, pas- je me rappelle que tu as organisé un workshop justement qui parlait de stratégie et tu insistais en disant que Voilà. beaucoup d'entreprises font des tactiques et croient qu'ils Voilà, font on de la dit que stratégie. quelqu'un a fait de la stratégie lorsque elle ne sait pas quoi faire. Mhm. Maintenant, quand on sait quoi faire, mais on décide de le faire, c'est tactique. Hmm. Donc, tout le monde savait que la meilleure façon de pouvoir faire de la fintech, c'est de finir par avoir un agrément d'établissement de monnaie électronique. Les gens ont mis du temps à le faire. Eux, Mhm. ils l'ont eu assez tôt. Oui. Et ensuite, on sait que le next step, c'est forcément d'avoir un agrément de microfinance. Et ils ont fait ça assez tôt. Donc, c'est pas qu'on ne sait pas que c'est ce qu'il fallait faire. À la différence qu'ils ont su le faire, on appelle ça un smart move. Super. Alors, on passe au top business news numéro 3. Il s'agit de Larry Ellison, l'homme qui a parié sur des bases de données et finalement, il gagne avec l'IA. Oui, Dominique, effectivement, Larry Ellison, donc c'est l'homme qui a parié sur les bases de données et qui a gagné grâce à l'IA. Donc je le rappelle, Larry Ellison est cofondateur d'Oracle. Il a cofondé l'entreprise en 1977 et il dirige la société depuis lors. Il détient donc 41% du capital d'Oracle. Wow. Et effectivement, pour donner quelques chiffres concrets, en une seule journée, donc les investisseurs ont valorisé Oracle à hauteur de centaines de milliards de dollars en gains boursiers suite aux annonces faites. Et pendant quelques heures même d'ailleurs, il a dépassé Elon Musk en termes de fortune. Oui, c'est vrai, il est devenu l'homme le plus riche justement Ouais. du monde. Mais ça grille quelques hommes. Oui, mais pas il a devenu C'est le quel titre. si c'est car il a eu un C'est petit quel peu si il a eu quelques le titre. secondes, quelques Même si minutes, c'est il a parti. eu. C'est ça. Et donc cette montée en perspective a contribué à une hausse de sa fortune. Sa richesse est estimée aujourd'hui à 400 milliards de dollars. Et donc voilà, effectivement, il mise sur l'IA pour gagner. C'est juste incroyable. Il a parié sur les bases de données, il a gagné avec l'IA. Comment est-ce qu'il a procédé, Aman? Non, la particularité alors, Oracle, il faut commencer par dire que Larry, il a créé cette boîte en créant une base de données pour la CIA. Oh, Et d'accord. voilà, dans les années 70, et cette base de données le projet avait pour nom Oracle. Et donc, il a récupéré donc du coup le nom Oracle pour pouvoir développer l'entreprise et créer la base de données. C'est de l'opportunité en quelque sorte. Tout à fait. À l'époque, donc du coup, quand la CIA met en place cette base de données, c'est pour faire des recherches intelligentes. Pour dire, on met la photo de quelqu'un au moment, on doit pouvoir savoir la photo, trouver la personne, etc., etc. L'identification. Très bien. On sait, on voit le nom de quelqu'un, on fait la recherche. Donc, c'est ça la base de données. Donc, aujourd'hui, la recherche est basée sur, on va dire, un travail de robot qui fait des données. Mais c'est le travail de l'IA déjà à la base. Oui. Donc, on met les données et puis on va chercher parmi les données. OK. N'est-ce pas? Donc, vous savez que la plupart des gens, quand on dit chat GTP, ils ne se posent pas la question, ça va, mais c'est GTP là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire Generative Pre-trained, n'est-ce pas? Transformer. OK? Generative Pre-trained Transformer. Alors, donc, ils génèrent de l'information sur la base de ce qu'on leur a appris. Mais une base de données, on met l'information là-bas. L'information où, on va dire, l'IA va puiser dans une base de données. Donc, les entreprises avaient déjà des bases de données. Donc, quand on recherche, par exemple, l'historique de l'emploi, on recherche, par exemple, l'historique de facturation, des opérations comptables, etc. On va chercher ça dans une base de données. Oui. Très bien. Avant, donc, on ne stockait un peu d'informations. Mais aujourd'hui, avec l'IA, il faut stocker des milliards et des Surtout milliards qu'il faut nourrir l'IA pour qu'elle puisse donner les bonnes informations. Et donc, du coup, les bases de données à partir de cet instant prennent plus de la valeur. Or, qui a plus d'expérience et d'expertise en matière de bases de données? Oracle. Ouais. Oracle gagne donc du coup sur plusieurs années. Précédemment, il y a quelques 3 mois, je crois, ils avaient annoncé des contrats pour 170 milliards de dollars. Et les actions ont bondi et ils viennent d'annoncer que, tiens, ils ont signé un nouveau contrat pour 430 milliards de dollars, ce qui fait que dès 2030, leur chiffre d'affaires sera autour de 144 milliards de dollars. Et donc, quand un actionnaire apprend ça, l'une des choses importantes qu'il fait, c'est de pouvoir miser ses actions. Donc, l'action est sollicitée. Comme le dit un proverbe africain, lorsque un homme qui a épousé beaucoup de femmes apprend qu'une nouvelle jeune fille est née, il se rend là-bas. Sa valeur remonte. Est-ce que ce n'est d'ailleurs pas pour ça qu'Elon Musk a créé justement XIA, qui a acheté X, le réseau social? Parce que
J'ai vu cette information, je crois, hier. Est-ce que c'est pas justement parce que Elon Musk a vu comment en quelques heures le gars l'a dépassé grâce aux bases de données? Non, alors, Est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'il alors, il a mis en avant XIA? ils ne sont pas sur les mêmes, Créneau. les mêmes créneaux. Oui, Donc, c'est ce que je dis vrai. concrètement, c'est que c'est comme par exemple, j'ai besoin d'une châssis ou voilà d'une châssis. La base de données, c'est châssis, la structuration. Il y a ceux qui font le cloud ou bien le clouding, donc eux ils stockent les données. Oui. Tu vois, on va dire dans les nuages comme on dit chez les Québécois. Donc, celui qui propose la structure de gestion donc du coup de ces données-là, donc la base de gestion de ces données-là, c'est Oracle et plein d'autres acteurs. Par contre, ceux qui font du stockage de données comme les AWS ou bien comment on appelle ça, Amazon Web Service ou Web autres, Service, mhm. c'est un autre créneau. Et Elon Musk, il fait de l'IA peut-être, j'en sais rien. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait Oui. faire avec l'histoire. Ah, moi, j'ai, Ah ouais, moi, mais c'est ils sont que c'est que comme c'est Twitter. un modèle, on va Sur dire, X. d'IA. Donc, un Mhm. peu comme, on va dire, ChatGPT de OpenAI ou bien Claude de Anthropic, etc. Donc, il est plutôt sur ce créneau-là. Par contre, Oracle, c'est la gestion des bases de données. Donc, c'est très simple. C'est comme si j'ai des étagères. C'est comme si j'ai des étagères et donc, du coup, et je te vends des étagères, mais là où tu stockes ailleurs. Donc, Oracle te vend des étagères. D'accord? On va dire une structure de données, n'est-ce pas? Et donc, pour pouvoir mettre ça dans les étagères. Mais les étagères, tu les stockes dans un entrepôt ou dans un magasin. Là où tu stockes, par exemple, c'est par exemple chez les entreprises de stockage de données qui vendent des serveurs plutôt. Oracle est sur ce créneau, mais comme ils sont historiquement les meilleurs en la matière, tu Ouais. imagines Ils sont là depuis longtemps aussi. Exactement. Un projet qui démarre avec la base de données de la CIA, qui est probablement l'une des bases de données Les les plus fouillés au top monde. et les plus fiables au monde. N'importe qui voudrait donc du coup Bien sûr, solliciter. acheter. Surtout que plus que jamais, on a absolument besoin de collecter et de stocker de la donnée, ce qui est une opportunité extraordinaire pour ce mec. Tout le monde. Alors, les gens ne savent pas que ses parents l'ont abandonné. Ouais. Donc, dès son enfant, oui, bien sûr. Il a une histoire Ah incroyable. bah oui, Ouais. il a une histoire La vie incroyable. initiale. Il a été récupéré par ses tantes qui l'ont élevé, même sinon les parents l'ont abandonné. Mais comme le dit un proverbe africain, en Tu ne général... pouvais pas finir sans ça. Pardon? Tu ne pouvais pas finir sans proverbe, quoi. Non, mais Moïse a été abandonné, tu as oublié, il a été abandonné sur un coup d'eau. Donc, on dit souvent que les enfants qui sont uniques ou bien qui ont été abandonnés sont en général pris en charge par les génies et ils deviennent géniaux. Mais ils sont pas génies seuls, quoi. C'est parce qu'ils sont pris en charge par les Mais génies. alors, les gens oublient que, par exemple, Steve Jobs est un Iranien d'origine. Mhm. Non, il est iranien, ses parents sont iraniens. Oui, mais Et donc, il a été adopté par une famille. C'est là il a eu c'est la famille qui l'a rendu génie. Non. Mais si vous Non, mais parlez dans le on sens. voit quand même que, par exemple, Obama a été abandonné par son père. Oui. Et ses grands-parents l'ont tout cas. élevé. Est-ce que tu vois un peu? Il est devenu un génie. C'est pas génie, c'est la justice de Il a Dieu. une destinée. Et ça te dit que les gens abandonnés, destinée. les gens abandonnés, Une destinée Pas une glorieuse. destinée, c'est la oui, mais justice c'est de Dieu. ils sont pris Ils sont en charge par les distingués. génies. Pas vers les génies. C'est pas génie, c'est Dieu. destinée Mais quand on dit glorieuse. mais attends, quelqu'un dit Dieu, l'autre dit le suprême. C'est quoi la différence? Il faut accepter C'est pas génie, ça. il faut accepter C'est la destinée glorieuse. la Toi, tu es pluralité. béninois, quitte ici. On va aller sur un tout autre sujet. On va aller Non, sur la top Moïse 5, s'il te plaît. a été abandonné, il est devenu génie. Il n'est pas un génie, il a une destinée glorieuse. Très bien. Si Jobs a été abandonné, il est devenu génie. Et on dit que Larry Ellison a été abandonné, et il est devenu génie aussi. N'y a-t-il pas des concordances? Génie, pas génie, destinée glorieuse ou pas, ce qui est sûr, ils sont tous riches. Amen. On va aller à la top trend Ouais. de ce jour, de cet épisode, justement. On parle des pays et l'effort politique des pays de développer économiquement leur pays. On va se demander, donc, pourquoi est-ce que chaque pays doit avoir sa compagnie aérienne? Arman, je te pose directement la question. Bon, tu sais, Dominique, si quelqu'un commence à devenir riche, tu vois, la richesse en France, c'est ça, en général. Il veut des choses pompeuses. Non, les gens disent, je vais avoir une jet privée. En général, c'est ça que je voulais dire Non, par les gens là. rêvent d'avoir une jet privée. Oui, tout le monde. Et puis, on leur dit que quand tu démarres un avion, là, il y a une pièce qu'on met Ah, là-dedans. ça. La pièce coûte, à l'époque, Ah. la pièce coûte, j'avais un ami, je le coachais, Mhm. et il était pilote. Apparemment, elle l'a essayé déjà. Donc, Je donc, trouvais- elle peut faire réagir, là. j'ai un ami que je Elle me fait coachais, peur, là. et son père a créé une compagnie d'aviation privée. Mhm. Donc, de location de jet. Je le coachais, Mhm. et il me parlait de ces déboires. Il dit, mais vous êtes riche, vous louez des avions aux gens et tu ne mets pas de ces déboires. Et il me dit, non, mais c'est très difficile à opérer, on va dire, une compagnie de jet privé.
Donc, il est obligé de piloter les avions lui-même et faire en même temps du management. Et il dit qu'il y a une pièce qui permet de démarrer un avion. Et cette pièce, quand on l'utilise, c'est 3 millions de francs CFA à l'époque. Donc, même si c'est une heure de vol, ou même 2 heures de vol, c'est 3 millions de francs CFA. Oh. Donc, maintenant, les pilotes les moins payés sont payés en général à 240 000 $. Donc, veut avoir une compagnie qui veut faire prospérer une compagnie qui peut. Qu'est-ce que tu vois un peu? Air Côte d'Ivoire, par exemple, est devenue, depuis 2012, je crois qu'ils se sont relancés après la mort de Air Ivoire pendant la crise ivoirienne. Effectivement. Eh bien, Air Côte d'Ivoire, ce n'est qu'il y a quelques 2 ans environ qu'ils sont devenus rentables. Ça fait penser au président Paul Biya qui avait dit que reste au pouvoir qui peut et non qui veut. Très bien. Donc, l'ambition de posséder une compagnie aérienne est une ambition énorme. D'ailleurs, même l'IATA et tous les organismes au niveau international, eh bien, recommandent qu'on laisse, eh bien, la possibilité à tout le monde d'avoir une compagnie. Plus il y a de compagnies d'ailleurs, mieux c'est, à part les écologies qui disent que quand il y a beaucoup de compagnies aériennes, ce n'est pas bon pour l'écologie. Mais ça, c'est une autre chose. Nous, on rêve de faire nos baptêmes de l'air et d'avoir nos jets privés. Eux, ils nous disent qu'il faut prendre le train. Bon, tu as vu le train ici dans ce pays-là. Bref, fais-moi la parenthèse. Daniela, est-ce que tu as des chiffres à nous partager par rapport à ça ou alors des insights simplement? Oui, Dominique, non, pas vraiment de chiffres là-dessus. Je suis effectivement, je partage le point de vue d'Herman, c'est qu'effectivement, les arguments pour, on sait, voilà, souveraineté nationale, image, connectivité, développement, tout ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, derrière, il y a des coûts qui sont très élevés, le personnel, la concurrence également, la concurrence qui est accrue, effectivement, il faut le dire. Donc, il faut savoir c'est quoi tu comptes. En tout cas, si tu t'engages là-bas. Et donc oui, et aussi les défis de gouvernance, tu vois. Lorsque un pays, il y a des pays qui sont très enclavés. Le fait que le Cameroun ait sa compagnie aérienne a du sens. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que aller de Bafoussam, de Douala à Bafoussam, c'est compliqué. De Yaoundé à Ngaoundéré, c'est compliqué. De Ngaoundéré même à Maroua ou à Garoua, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ces pays-là, il y a de l'enclave. La RDC, c'est quoi? C'est 2 millions de kilomètres carrés. Donc, et il y a même décalage horaire d'une province à l'autre. Oui. Et donc, la RDC, donc, Air France ne viendra pas faire les desserts cela. En fait, la compagnie nationale, elle vient. Donc, on a besoin de un pays comme le Niger, oui. J'ai pris un avion un jour de Niamey pour aller à Agadez. Et bon, moi, j'ai vu que c'était banal. On a fait même escale à Zender. Et pour moi, c'était banal. Et les gens m'ont expliqué, non, quand on quitte Niamey pour aller à Agadez, on fait parfois même 48 heures pour pouvoir y arriver. Donc, il y avait une compagnie. C'est vrai que l'avion, il n'était pas extraordinaire. Mais donc, un pays comme ça a besoin, est trop enclavé. Le Mali est trop enclavé et a besoin d'une compagnie nationale. Mais là, cela demande la taille de l'avion. Tu vois un peu? Parce que plus l'avion est gros, plus les charges sont élevées. C'est vrai. Et maintenant, pour des raisons de souveraineté, pour démontrer qu'on a une compagnie, on va faire des locations, des leasing, c'est ça. Avec des coûts qui sont élevés. Et on n'arrive pas à remplir les avions. On n'est pas rentable en plus. Et on ne veut pas se mettre avec d'autres compagnies dans la région. Exactement. Pour faire du code sharing. Je voulais justement parler de ça, de mutualiser au niveau régional. Tu vas voir, par exemple, Dakar le matin, Askai part, Air Sénégal part et Air Côte d'Ivoire part. À la fin de la journée, Askai va à Cotonou, Air Sénégal va à Cotonou et comment on appelle ça, Air Côte d'Ivoire va à Cotonou. La question est de savoir, est-ce qu'on peut pas avoir un peu d'intelligibilité pour dire, OK, sur cette ligne, je ne viens pas à telle heure, tu remplis pas. Ils sont dans une concurrence toxique. Il faut donc mutualiser au niveau régional plutôt que d'avoir les compagnies locales. Absolument. Mais comme le dit un proverbe africain, lorsque les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui souffrent. Donc, en général, on a vu depuis 10 ans, on a vu Air Sénégal International, Sénégal Airlines, maintenant on a Air Sénégal. Maintenant, Askai tient, Air Côte d'Ivoire tient plus ou moins, mais sauf que en général, c'est les petites compagnies qui souffrent. Sans ignorer qu'il y a les taxes aussi, en fait, qui sont appliquées à chaque fois sur le billet d'avion, sur le passager, sur tout ça, en fait. Mais tu as des personnes qui se punissent entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas à Dakar et tu t'appelles Askai, on te facture chèrement. Mais quand tu t'appelles Air Sénégal et tu vas à Cotonou ou bien à Abidjan, eux aussi te facturent chèrement. On veut se décourager. Alors qu'on va trouver... Moi, je ne suis pas pour qu'on crée une grande compagnie africaine comme le cas de qu'on appelle ça, Air Afrique, on ne sera pas bien géré. Bien sûr. Donc maintenant, chaque pays peut avoir sa compagnie, avec pour priorité
d'assurer la desserte nationale. Et même peut-être domestique. régional. Maintenant, au niveau régional, il faut faire du co-sharing. Oui. Sinon, on risque, il y a une concurrence toxique qui n'arrange personne. Oui. Il y a des périodes que tu rentres sur Côte d'Ivoire, la vie est vide. Ouais. Tu vas sur Sénégal, la vie est vide. Il y a des périodes où c'est rempli et ils en profitent pour nous tasser comme rien du tout. Mais c'est les tasses qui se fixent les uns et les autres qui fait que ça revient si cher que ça. Mais il y a un proverbe africain qui dit que lorsqu'on tue un mouton contre un mouton, le village finit par manquer de moutons. En tout cas, compagnie aérienne, si vous nous suivez, mutualisez vos efforts au niveau C'est régional. pas autant les compagnies, Pourquoi pas? c'est plutôt les gouvernements. Les gouvernements également, Voilà, parce que c'est eux qui fixent les tasses en général. après, il fixe les taxes, mais quelqu'un qui a sa compagnie aérienne, il peut aussi refuser de se mutualiser. Moi, je pars dans le sens où, si tu es responsable d'une compagnie aérienne, il faudrait travailler à mutualiser l'effort au niveau En sous-régional général, et c'est les compagnies sous-régional. qui sont publiques. En Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a une bonne emprise là-dedans. Pareil pour Air Sénégal. Askai, c'est vrai que je crois que c'est 14% que l'État togolais ou 12% environ que l'État togolais a. Il y a des privés, dont Djondo et ses co-actionnaires. Et puis, il y a Ethiopian. Mais en général, c'est les États qui peuvent décider. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais on le fait en voulant favoriser la compagnie nationale. Mais en général, on crée des entrechocs qui n'avantagent personne. Figure-toi qu'il coûte moins cher de prendre un avion de Cotonou pour Paris C'est clair. que de prendre un avion de Dakar ahurissant. pour Cotonou. Ouais, c'est Est-ce que tu vois un peu? ahurissant. C'est Là, ahurissant. avant qu'on ne parle, hier soir, moi, j'ai validé des billets d'avion. Lomé, Conakry, c'est 586 000. C'est-à-dire que tu vas à New York. Tu vas à New York, tu vas en Turquie, tu vas À en France, 300 000 partout. francs. Ben voilà. À 300 000 francs. On doit éviter ça. Mais On l'aviation peut créer des nationale, compagnies. Moi, j'ai aucun défi avec ça. Oui, dans des pays comme le Mali, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, on a besoin de compagnies qui fassent la desserte, on va dire domestique. l'aviation Est-ce que tu nationale, en tout cas, c'est Voilà. un Maintenant, on commence par aller vers le régional. Il faut économique. partager, il faut faire le code sharing, selon moi. Merci pour ce partage, Un plaisir. parce que c'est un sujet qui, voilà, Ah non, qui, nous, on en souffre, hein. qui, voilà, justement, qui fatigue, on va dire ça comme on dit au quartier, Dérange. qui fatigue, qui tourmente Ouais. beaucoup de business owners, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui aiment simplement voyager. Ceux qui, les ça parents qui envoient leurs enfants après, Ça à n'encourage l'étude. pas le tourisme, en fait, Effectivement. sous-régional. Et ça devient un sujet Et après, on très, te très pose des complexe, questions. quoi. Donc moi, comme je disais encore, moi, je serais très contente de voir comment il y a un effort national de l'aviation nationale, non seulement pour mutualiser au niveau régional, au lieu de compter sur les compagnies locales ou bien desservies de façon locale, mais avec des compagnies fragiles. C'est ça. Donc, Très fragile d'ailleurs. merci beaucoup. Merci à tous pour ce partage. On va alors aller au hot topic avec notre invité du jour qui est Samson Kapo, que nous avons le plaisir d'avoir encore aujourd'hui. Samson Kapo qui est CEO de Interwork Executive Search, votre compagnie qui accompagne les dirigeants à recruter des dirigeants, Déniché. à dénicher les grands talents, Perles rares. les perles rares des grands dirigeants et qui accompagne même dans la transformation culturelle, C'est ça. transformation RH. C'est ça. Alors, Bienvenue Samson. Merci. Comment tu vas? Ça va très bien. Tout le plaisir pour moi d'être toujours avec vous. Ah, c'est la team Agile, hein. Bien sûr. On profite encore pour vous dire, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, dites-nous ce que vous pensez de ce programme, ce talk des décideurs agiles. Alors, Samson, tu travailles avec les DG, les DGA, les dirigeants. Entre le DG et le conseil d'administration, qui définit et pilote la stratégie d'entreprise? Ben, écoute, c'est une très bonne question. En théorie, dans la théorie, c'est le conseil d'administration. Il fixe ou il définit le cadre stratégique. Oui. Il valide les orientations stratégiques de l'entreprise et puis il protège les actionnaires. D'accord. Et dans la théorie aussi, le rôle du dirigeant ou du DG en question, c'est de pouvoir fixer ou si tu veux la stratégie, le faire valider et puis mobilise les équipes autour de ça pour qu'on puisse atteindre le but commun qui est ce que le conseil d'administration a fixé à la fin de la journée. Donc c'est en théorie, mais c'est plus complexe dans la pratique. Est-ce que le conseil d'administration, Aman ou à toi, mais je vais te demander d'abord, est-ce que le conseil d'administration parfois ne fragilise pas son DG? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver dans ce sens que parfois, lorsque le conseil d'administration donne des orientations et que le dirigeant, le DG n'arrive pas à suivre ces orientations-là, ça peut arriver qu'il y ait des malentendus où on peut infantiliser parfois des DG, ce qui n'est pas du tout évident pour les DG parfois. Mais à partir du moment où chaque partie, le conseil se concentre sur ce qui lui revient de droit en tant que conseil d'administration et que le dirigeant lui respecte ce que le conseil lui dit,
je pense qu'il peut facilement s'entendre dans la plupart des cas. Mais quand tu regardes les Fortune 500, aujourd'hui, tu regardes, parfois, il y a que même la stratégie peut se copiloter. C'est pas si je vois. Tout à fait. Avec le conseil d'administration? Absolument. OK. Donc, puisque si le conseil d'administration peut avoir un objectif, il peut dire, OK, voici là où est-ce que nous voulons que l'entreprise aille. Toi, tu sais exactement ça. Toi, tu peux dire, OK, voici mes orientations pour y arriver. Et ils vont dire, OK, ils vont essayer de challenger ça et valider. Et ensuite, le DG porte la vision facilement pour passer à la dimension supérieure. Herman, le chairman, merci Samson déjà. On va aller directement sur Herman parce que Herman, coach, accompagne les DG. C'est un faiseur de DG, comme j'aime dire. Toi qui as l'habitude d'accompagner même les DG qui vont en conseil d'administration, je t'entends souvent dire des choses comme les DG tremblent lorsqu'ils doivent rencontrer le conseil. Parce que c'est pas un conseil d'administration, c'est un conseil de descension. Je voulais justement te demander pourquoi est-ce que les DG en général, ils tremblent quand ils doivent aller en conseil d'administration. Mais ça, c'est un conseil de sanction. Okay. Donc, non, c'est ça dit dans la théorie. Mais dans la pratique, c'est un peu plus complexe. Parce que le conseil d'administration, les gens, ils se disent, convainc-nous que tu vas réussir. Tu es le bon. Que tu veux, comme si c'était un conseil de sanction. Mais ça devait être quoi? Alors, non, ça devait être, OK. Parce que le conseil, quand il est bien configuré, on s'assure de ce qu'il y ait ce qu'on appelle les acteurs, des administrateurs non exécutifs. Oui. Qui vont être l'œil commercial. Il y a un œil commercial, il y a un œil risque, il y a un œil technologique, il y a un œil RH, il y a un œil, etc., etc. Mais quand on regarde un petit peu la configuration des conseils d'administration chez nous, il y a des yeux. Je n'ai pas besoin... Quand tu vois, par exemple, les gens de 60 ans dormir à l'Assemblée nationale, dans certains pays, tout à fait. Suivez mon regard, tu imagines qu'en conseil d'administration, il y a des gens qui ont les yeux ouverts, mais que Dieu pardonne mes péchés, leur esprit peut dormir. Parce que, non mais, je suis sérieux. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle d'enjeux stratégiques, OK, c'est la compréhension de la réalité du terrain et des enjeux, des contraintes du terrain. Parce qu'on fait de la stratégie lorsqu'on rencontre des contraintes dans l'exécution de sa stratégie précédente. Rappelons que la stratégie, c'est ce qu'on fait lorsque on ne sait pas quoi faire et la tactique, c'est ce qu'on fait lorsqu'on sait quoi faire. Oh là là. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'un DG n'arrive pas à atteindre ses objectifs, on est dans ce qu'on appelle une impasse stratégique. Donc, il faut prendre du recul pour formuler de nouvelles stratégies. Mais quand le DG va en conseil d'administration, on le rudoie, on le lynche, on le tape dessus, on le traite de tous les mots et des noms d'oiseaux. Animaux. Alors qu'en réalité, les chiffres ne sont pas bons. Oh, on dit on fait la stratégie lorsque, eh bien, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Le conseil, au lieu de rudoyer, de lyncher le DG, devait normalement réfléchir intelligiblement et dire, voici le cas. Et aiguillonner le DG. Faites du remue-ménage, du brainstorming stratégique. Mais qui doit faire la stratégie? Le conseil d'administration doit, dans ce cas-là, donc du coup, aiguillonner. Et les gens qui sont experts vont alors sortir des idées et donner de l'orientation au DG. Ces gens qui sont experts là, ils sont où? Dans le conseil d'administration? Ils devraient être dans le conseil. Mais il y a parfois, certains conseils ne sont pas constitués de ces experts métiers. OK. Et on valide, par exemple, moi je me suis rendu compte, tu imagines un conseil, on valide dans un conseil d'administration un investissement pour faire de la transformation digitale pour 2 500 000 francs CFA. 500 millions de francs CFA. Environ, on va dire, 4 milliards de dollars. Est-ce que tu vois un peu? Il n'y a pas un expert qui est en mesure de dire, on fait fausse route. Et ce n'est que 2 ans et demi plus tard qu'on se rend compte de ce qu'on a fait fausse route. Il n'y avait aucun expert qui vous dit, on a fait fausse route. Parce qu'il y a des gens qui valident alors qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Oui, c'est clair. Est-ce que tu vois un peu? Un déphasage. Mais dans la pratique, le conseil d'administration est l'instance stratégique par excellence. Ce n'est pas l'instance réglementaire. Ce n'est pas l'instance de validation ou d'invalidation. Donc, c'est eux qui définissent. Ils doivent définir, ils situent le cap et ils définissent la stratégie. Est-ce qu'ils le font non avec le DG? Ou alors le DG doit juste recevoir la stratégie établie par le conseil? Non, dans la pratique, le conseil d'administration peut, eh bien, habilement dire qu'ils ne sont pas compétents. OK. Et aller chercher celui qui considère comme étant le meilleur DG possible. Et qui va leur dire, OK, this is how we can do it. Est-ce que tu vas un peu? Et donc, dans ce cas, c'est lui qui va formuler la stratégie, mais il va amener ça au conseil qui va le challenger. OK. Et qui va valider, donc, du coup, cela pour dire, tu as notre bénédiction. Il faut qu'il ait la compétence de leur compétence voilà. pour pouvoir challenger. Tu vois que de part et d'autre, il faut de la compétence
purement technique et souhait. Donc, Au sein du le conseil. conseil, donc, du coup, si les actionnaires, possesseurs ou bien propriétaires, ils ne connaissent pas, ils s'assurent qu'ils injectent dans le conseil des experts qui vont les éclairer. Oui. Bon, quand tu peux pas... Alors, ce qui est passé en général, c'est que on dit souvent que lorsque... Et c'est pas un proverbe africain. OK. Ok, les gens... Un adage. Voilà, les gens ne corrigent que ce qu'ils connaissent. Oui, c'est vrai. Imagine tu envoies un dossier à ton DG. Il dit, il y a plein de fautes là-dedans. Parce que techniquement, il ne comprend rien. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai qu'il y a des fois comme ça, oui. Et non, c'est pas des fois. C'est-à-dire que quand tu envoies un document à quelqu'un et il ne voit que les fautes, c'est qu'il n'a pas compris ça techniquement. Parce que s'il a compris techniquement, il peut corriger les fautes et puis on avance. Oh, c'est vrai. Ouais, Est-ce que tu vois un peu? C'est une autre façon de Donc, voir la chose, oui. quand ton père te reproche de parler mal le français parce qu'il n'a pas compris ce que tu as dit techniquement. Ah non, non. Oh, ouais, man, toi aussi. Parfois, on connaît, mais Donc, après- maintenant, tout investisseur sait que pour avoir du bénéfice, il faut challenger les charges par rapport aux revenus. Donc, dans 99,99% des cas, quand les gens vont en conseil, on ne parle que les charges sont élevées. mais, Il faut de réduire ton les charges. expérience, Aman. Alors, mais réduire les charges, c'est pas de la stratégie. Oui, c'est pas la stratégie, mais je vais Donc, quand du même coup, donc, comprendre. ce que je suis en train de dire, c'est que, comme à la fin de la journée, un bon investisseur, c'est que s'il doit faire de la plus-value, il faut que les charges soient plus basses que les revenus. C'est De basique. ton expérience, Eman, dis-nous s'il te plaît, tu as l'habitude de rencontrer quel schéma? Est-ce que c'est tu sais tout le temps Dans avec des 90% des comment ça se passe? Donc, dans 90% des cas, on ne parle pas stratégie. Le conseil ne parle pas stratégie. Non, mais parce que la plupart des DG vont aller en conseil avec des dossiers de conseil qui ne contiennent même pas de stratégie. Ils contiennent une liste d'actions à engager par rapport auxquelles ils mettent des budgets en face et des échéances Donc, qui en face. pêche à ce moment? Est-ce que c'est le DG qui devait Mais, partir avec il faut que le conseil soit en la mesure de les stratégie? challenger. OK. Non, mais il faut que le conseil soit en mesure de... Imaginons par exemple, tu vois, on valide en conseil un organigramme qui est un déphasage avec ce qu'il faut faire pour pouvoir être efficace sur le marché. On valide, on va dire, des investissements qui ne sont pas, en termes de coût d'opportunité, ne sont pas des investissements. C'est parce qu'il n'y a pas des experts à l'intérieur. Maintenant, le DG aussi sort de ce conseil en croyant qu'il y a eu les validations et il s'en va faire, pardonne-moi le thème, du n'importe quoi. Mais est-ce que c'est délibérément qu'il le fait? Est-ce que c'est délibérément qu'il passe juste avec une liste Mon père d'actions? mon père était un instituteur, il dit qu'on on ne doit pas punir un ignorant parce que il ne sait pas ce qu'il a fait de mal. D'accord. Donc, comme mon père est un Africain, c'est un proverbe africain. Donc, on ne peut pas punir l'ignorant parce qu'il ne sait pas. Non, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas savoir c'est quoi la stratégie. Un jour, moi, j'étais en train de parler de la stratégie et nous avions pu faire la différence entre c'est quoi la stratégie et les séances opérationnelles. Et les gens ont vu qu'ils ont passé le temps à faire des séances opérationnelles. On parle beaucoup de stratégie aujourd'hui. Est-ce que, dites-nous, je parle directement à nos abonnés, est-ce que ça vous intéresserait justement que dans les prochains épisodes, on aborde le sujet de stratégie d'entreprise? Ah non, mais parce que les gens... dans les commentaires. Mais imagine que quand on dit que voici notre stratégie RH, techniquement, il y a des initiatives RH, il n'y a pas de stratégie RH. C'est ça. Par contre, on peut avoir stratégie de marque employeur. Tout à fait. Pourquoi? Parce que les initiatives RH sont structurelles. Une stratégie de marque employeur, c'est pour faire la différence. On ne parle de stratégie lorsque tu cherches à faire la différence. Quand tu implémentes les meilleures pratiques, on parle d'excellence opérationnelle. Donc, c'est pas stratégie RH. C'est pas grave. Même moi, pas de déformation, pour que les gens puissent me compenser. Comme genre, nous, on ne dit pas problème à HNC. On dit défi. Mais quand tu dis défi, les gens, ils ont l'impression que ce n'est pas assez négatif. Mais comment je ne comprends pas? Tu dis à quelqu'un, donc on fait comme ça, il dit oui, pas de souci. Il dit, mais pourquoi tu dis il n'y a pas de souci? Il n'y a pas de souci. Je ne cherche pas de souci. Pourquoi tu sors le mot souci? Ou bien il n'y a pas de problème. Ou bien pas de problème. Oui. Mais donc, nous, on dit il n'y a pas de défi. Ou bien on dit ça marche. Il dit on fait comme ça, top, magnifique. Tu vois un peu. OK. Donc, on dit il n'y a pas de stratégie RH. Par contre, il y a une stratégie d'offre employeur. Pourquoi? Parce qu'en matière d'offre employeur, tu dois faire la différence. Quand on n'a pas besoin de faire la différence, on a besoin de créer de la valeur, on implémente les meilleures pratiques. On fait de l'excellence opérationnelle. Quand on a besoin de créer de la valeur mieux que les autres, on fait de la stratégie, comme on dirait dans un certain pays. C'est très bien que tu le dises, Herman, pardon, parce que vous ressemblez, donc du coup, je confonds les prénoms. C'est mon jeune frère, donc c'est normal, non? Samson, s'il te plaît, dis-nous. Tu accompagnes justement les DG, les dirigeants. Qu'est-ce que tu remarques, justement, qui n'est pas avantageux pour les DG lorsqu'ils sont face à leur conseil d'administration? Qu'est-ce qu'ils font que tu leur déconseilles, par exemple, de faire? Non, la première des choses, c'est de comprendre ce que ça suppose d'avoir une stratégie pour aller convaincre les DG, pour aller convaincre le conseil d'administration. Et ils sont mieux placés pour parler de la stratégie parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Le conseil n'est pas généralement sur le terrain. Le conseil, quand un dirigeant apporte une initiative,
Le conseil essaie juste de voir si c'est faisable, tu vois. Alors que c'est lui qui est sur le terrain, tu vois un peu. Donc, généralement, en tant que dirigeant, lorsque j'apporte une initiative, j'apporte un projet, il faut que je fasse ce qu'on appelle l'analyse de coût d'opportunité. Mhm. Pour voir. Parce que le langage de conseil d'administration, c'est l'argent. Eux veulent gagner de l'argent. Mm. Donc, si ce que tu apportes sur la table ne leur permet pas de gagner de l'argent, eux, ils vont penser que vraiment, tu veux les faire sortir de l'argent de la poche. Et quand ils ont tout le temps ce regard-là. Donc, attends de savoir, OK, ce que je vais en fait présenter comme projet là, qu'est-ce que ça rapporte au conseil d'administration en termes de gains? Si tu ne parles pas en termes de gains, ben, bien évidemment, je me rappelle, j'étais allé à un rendez-vous voir un DG et je lui disais, DG, tu veux du résultat chez tes collaborateurs. Mhm. Mais tu investis en termes de leur formation, en termes de leur développement personnel, en termes de leur croissance. Il n'investit pas. Et si tu n'investis pas, tu ne peux pas avoir du retour sur investissement. Tout à Parce fait. qu'on sème qu'on récolte. La même chose est vraie entre le conseil d'administration et puis Et le DG. DG. Lui, en tant que DG, il veut que le conseil investisse, n'est-ce pas? Mais pour que le conseil puisse investir, il faut qu'il voie ce qu'il met déjà là. Est-ce que ça a leur rapport déjà? Tout à fait. Tu vois? Donc, les deux, ils ne parlent pas le même langage, il faut que d'abord qu'ils parlent le même langage. S'ils ne sont pas en train de parler le même langage, ben, ils auront du mal, il y aura toujours des conflits. Alors que le partenariat, ce qui existe entre le conseil d'administration et puis le DG doit être un partenariat stratégique, en fait. Et lorsque le conseil d'administration ne fait pas la stratégie ou alors ne comprendrait pas, comme Emma a dit, ne comprendrait pas, n'a pas la compétence en interne pour faire la stratégie, est-ce que le DG doit donc partir vers eux avec une stratégie définie? Je suis souvent confronté à ce que j'appelle la dichotomie stratégique. OK. Tu vois? Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, je disais qu'on n'a pas de stratégie RH, on a des initiatives RH. Et on doit avoir une stratégie marque employeur. Imaginons par exemple que la dernière fois, nous avons perdu notre directeur commercial ou bien notre DSI. Parce que nous payons moins cher. Le DG va en conseil d'administration. Oui. Et il dit, il nous faut recruter un nouveau DSI, un nouveau Ça, DRH. c'est une action. Ou un nouveau... Et il dit, voici combien ça va coûter. OK. Les gens disent, non, c'est trop cher. Et il ne valide pas. D'accord. Et il se tait, il ne C'est dit ça. rien. Quelle serait la meilleure approche à ça? Non, mais en fait, il n'a pas présenté une stratégie, il a présenté une action. Une action. Voilà, c'est ça. Maintenant, s'il dit, OK, nous sommes battus par nos concurrents qui recrutent à tel montant et qui rémunèrent à tel montant et qui arrivent à générer telle valeur que nous n'arrivons pas à générer. Nous avons eu des pertes d'exploitation du fait qu'on a eu ce poste vacant pendant 6 mois. Et les concurrents nous ont damé le client. C'est comme ça qu'un DG doit parler au conseil Et donc, du coup, d'administration. quand il dit Absolument. ça, les gens disent, ah, d'accord, on voit maintenant pourquoi les Chines n'étaient pas bon la dernière fois. Quand on les chicote, ils disent, bah, d'accord, on a compris, on va faire des efforts. Non, pas du tout. On vient en conseil pour parler Être de prêt. stratégie. Mhm. Comment tu comptes faire pour faire la différence? Il faut Donc, tu nourrir dois les dire, arguments. au lieu d'aller en conseil avec Des des actions. recrutements à valider, Mhm. va en conseil avec une stratégie marque employeur. Mhm. Et ils vont te valider cette stratégie marque employeur sur 3 ans. Wow. Avec un nouveau, budget et tout. une nouvelle Des moyens. méthode Mhm. de rémunération, de valorisation, de bien-être, d'économie, de conditions de travail. Quand tu as vendu ça, ils ont validé ça sur 3 ans. Et tu as adjacé ça à ton plan stratégique. Donc, tu n'as plus besoin de validation à chaque conseil. Tu te déploies plus sereinement. Mais les gars, ils se grattent la tête. Parfois même, ils mettent à l'ordre du jour du conseil un recrutement et à la dernière minute, on enlève ça. Le recrutement doit être fait absolument pour faire les chiffres dans 3 mois. Wow. Maintenant, on enlève ça à la dernière minute de l'ordre du jour. Parce qu'ils ne comprennent pas l'impact. Exactement. En fait. Donc, on enlève ça à la dernière minute de l'ordre du jour. Et on reporte ça au prochain conseil qui a lieu dans 3 mois. Et après, on va lui reprocher de ne pas Vous avoir n'avez fait pas fait les les chiffres. chiffres, mais lui-même, il laisse cela faire. Ça veut dire quoi? Tout simplement, comme le dit un proverbe africain, quand dans un hôpital, une femme malade doit aider une femme malade, il lui donne les médicaments de sa maladie alors qu'il lui donne des maladies différentes. Les DG gagneraient, ce qui est sur Samsung, justement, avant que tu prennes la parole, les DG gagneraient à se faire accompagner pour aller en conseil d'administration afin de comprendre comment argumenter, comment se positionner face au conseil d'administration pour que ce ne soit pas juste des actions qui soient validées, mais des stratégies et une orientation claire. Trop, mais Emma l'a dit tout à l'heure. En fait, quand tu es en conseil d'administration, tu dois mettre les chiffres sur la table. Tout à fait. Combien nous gagnons, combien nous perdons. Si nous continuons comme ça, voici combien nous allons continuer à perdre. Mais quand le langage des chiffres... Les chiffres. Parce que Les membres du conseil d'administration, Non, ils peuvent ne pas mais comprendre là, la stratégie, mais mais- ils comprennent les chiffres. ils comprennent les chiffres. OK. Mon agent, c'est comment? C'est ça. Tout à fait. Dès lors qu'ils savent combien ils sont en train de perdre là, ils doivent faire quelque chose. Voilà, je ne absolument. peux pas perdre ça. Donc, c'est comme, moi, je reproche généralement au DRH d'aller en comité de direction, de ne pas pouvoir convaincre le comité de direction
Parce qu'en fait, il ne met pas les chiffres sur la table. Mhm. Il ne dit pas combien nous sommes en train de perdre. Si, quand nous perdons, par exemple, notre directeur commercial, par exemple, on l'a perdu déjà, on n'a pas quelqu'un pour remplacer ça. Alors que nos chiffres sont en train de rester de 10%, de 20%. Donc, si tu n'es pas en train de parler le langage de chiffres avec le conseil d'administration, tu vas beau mettre la théorie que tu veux, ils vont jamais valider tes projets stratégiques qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc, il faut avoir un regard des chiffres et savoir comment on interprète les chiffres lorsqu'on est en face du conseil d'administration. Et la même chose est vraie lorsque un DRH est en face d'un DG, s'il ne parle pas le langage des chiffres, il ne peut pas avoir le résultat escompté du DG. Donc, les DG doivent avoir ce regard de comment est-ce qu'on interprète les chiffres pour pouvoir avoir les résultats qu'ils veulent là quand ils sont avec les... Dans cet épisode, on parle vraiment au DG, Bien sûr. aux dirigeants, aux top managers. Et je suis très contente que vous soyez là parce que quand je vous écoute parler, je vois tellement de passion. T'en es là. Absolument. Si tu me permets, c'est vrai que c'est la raison pour On a laquelle même nous, pas on envie de demande aux les couper. DG, Oui, hein. nous les demandons de venir à nos formations parce que nous savons de quoi ils ont besoin. Imaginez l'instant où on a fait la formation qu'on a fait à Cape Town. Il y a un dirigeant qui devait faire conseil d'administration. Administration, oui, c'est vrai. Il a fait exactement ce qu'on a dit. Et qu'est-ce qui s'est Ça, passé? c'est en moins de 10 minutes, il a fait son conseil. Parce Waouh. qu'il a suivi à la lettre. Oui, mais on a fait un travail pratique sur comment présenter son speech devant le conseil d'administration. Magnifique, hein. On a fait ça le samedi. Mhm. Il a récupéré le travail là-dessus le dimanche soir. Le lundi, il est entré dans la salle. Malgré le fait qu'il avait conseil d'administration, il était serein. Il est parti vers 10h, 11h comme ça pour aller faire son conseil d'administration. Il est revenu, quand il dit ça s'est bien passé. Comment tu as fait? Il dit, j'ai fait exactement ce qu'on a fait de façon pratique. Et les gens se mettent une peur. Ils se mettent Il transpire, en fait. Avant d'aller en conseil d'administration, il éteint le téléphone, il est indisponible. C'est qui est Voilà, tout ça. C'est les gens qui prennent des médicaments tout le temps. Hein. Oui, parce qu'ils ont peur. En fait, que c'est stressant. ils stressent, en fait. C'est stressant. Ils se disent qu'on va les virer, ils se disent qu'on va être incompétents. C'est inutile. Oui. C'est inutile. Mais comme le dit un proverbe africain, ce n'est pas la peine de vouloir faire le signe de croix quand tu sais que ton marabouet habite juste à côté. Non. Non. Mais c'est pas possible. En tout cas, en fait, ce que je comprends bien, c'est que les DG, les dirigeants, les top managers doivent se préparer à chaque fois. Mais ceux qui sont incompétents et ceux qui ne sont pas capables, ne sont pas à la hauteur des enjeux, on est d'accord qu'ils ne pourront pas faire ça. Non, encore une fois, tu sais, je disais hier à un DFC qui était du contrôle de gestion et qui, à son poste actuellement, il est convaincu qu'il fait bien le travail de directeur financier. OK. J'ai dû lui expliquer qu'il ne fait pas encore le travail de directeur financier. Quand quelqu'un aspirait à devenir DG et qu'il devient DG, il est convaincu qu'il sait faire le job. Alors tu étais aspirant DG, tu es devenu DG, c'est-à-dire que tu ne l'as jamais fait. Tu n'as aucune expérience au poste de DG. Maintenant, la plupart des gens, ils se contentent des arbres qui cachent la forêt. Des gros coups, des gros deals ici, qui leur apportent de la valeur ajoutée et qui font croire que de façon souterraine et structurelle, il y a de quoi faire du business. Oh, la stratégie doit démonter par A plus B de façon souterraine et structurelle comment faire du business, de la performance aujourd'hui, demain et après-demain. Comment on génère de la valeur, on protège cette valeur et on multiplie cette valeur. Et donc, si ton speech, comme l'a dit Samson, est tourné autour de ça, on parle stratégie. Mais si tu viens avec une liste d'intentions, d'actions que tu sais très bien que tu n'exécuteras pas, et que c'est un dernier coup, un dernier deal, une opportunité ouverte du marché qui va sauver ton chiffre. Les bonnes grâces. Mais tu vas être rattrapé par, le temps. Comme le disait un jour, un médecin, une personne qui reporte son opération chirurgicale, finit donc du coup par être transporté d'urgence à l'hôpital. Oui, quand tu viens voir le groupe HNC, Agility, Into Work, nous on est chirurgical. On est vraiment chirurgien dans notre approche. Quand tu vas dire non, je ne veux pas de cette chirurgie-là, je préfère par exemple faire du remplissage. d'entreprise. Et les gens peuvent prendre des calmants et des méthodes, ils vont à des forums, ils vont aussi les dire, etc. C'est des calmants. Il faut être structuré dans son approche. Aller au fond de la chose. Une optimisation souterraine. C'est ça qui permet de faire de la stratégie. Et c'est ce que le conseil d'administration doit challenger son directeur général à faire. Est-ce que le directeur général doit s'habituer, s'engager à aller présenter un conseil d'administration? Super, merci beaucoup, Eman. Est-ce que Samson, tu as un dernier mot par rapport à ce sujet, ce hot topic qui est très hot d'ailleurs? Bien sûr. Non, je voulais juste attirer l'attention sur cette thématique qui est très parlante pour les dirigeants. Et le gros enjeu, c'est comment est-ce qu'on va parler le même langage lorsqu'on est entre conseil d'administration et puis DG surtout. Tout à fait. C'est de comprendre qu'on n'est pas là, on n'est pas dans une autre bataille du guerre, d'accord? Mais on est là pour qu'on puisse se comprendre. On peut parler le même langage, on peut mieux collaborer. Et surtout, mettre en lumière les chiffres. Parce que plus les chiffres parlent... Les chiffres ne mentent pas. Ça ne ment jamais. Donc, à partir du moment où on commence à parler les chiffres, je pense qu'on peut mieux comprendre. Parce que
un conseil d'administration veut le bien de l'entreprise. Toi, en tant que dirigeant, tu veux le bien de l'entreprise. Donc, parler juste le même langage, je pense qu'à la fin de la journée, les gens vont se comprendre et puis on va passer à la dimension supérieure. Merci beaucoup, Samson, pour ce hot topic magnifique. Vas-y. Nous étions contents de t'avoir encore aujourd'hui D'accord. avec tes insights magnifiques. N'est-ce pas, Tanela? Absolument. Moi, Ouais. j'écoutais studieusement. Enfin, on n'avait même pas envie de les couper. Tu Ouais. vois, Herman tout à l'heure a failli carrément renverser son verre parce qu'il Ouais. parlait avec beaucoup de passion et tout. La passion. C'est dans son sujet, tu vois. Moi, j'ai beaucoup entendu Herman accompagner les DG en conseil d'administration. Il me dit, voilà, par exemple, là, je vais pas te recevoir, Dominique, j'ai un DG qui va en conseil tout à l'heure, je dois le coacher. Donc, tu vois, Charge la ferme. ouais, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce hot topic Non, du jour. ils souffrent trop. Il faut qu'on soit... Nous sommes là pour Ouais, vous, nous sommes chers là. DG. Vous avez besoin de nous pour vous accompagner en conseil d'administration et savoir comment les aborder. Alors, on va au top tips by Tanela. Merci, Dominique. Alors, j'aimerais qu'on puisse se poser une question. Wow. Vous puissiez vous Top poser tips une question. réflexion. C'est ça. C'est de savoir qu'est-ce que vos actions disent de vous. Bien, je vais déjà dire de nous, je vais me mettre dedans aussi. Qu'est-ce que nos actions disent de nous à nos équipes, en fait? OK. Il faut qu'on comprenne que on doit arrêter de demander, mais on doit montrer. On doit utiliser l'exemplarité comme outil de management Absolument. dans nos entreprises, en fait. Je me rappelle, il y a quelques temps, il y a quelques années déjà, je devais former une commerciale. Et ça m'énervait, quoi, parce qu'on avait des sessions, on faisait vraiment des sessions de prospection. Et donc, franchement, elle n'y arrivait pas du tout. Elle appelait, là, j'ai dit, mais tu... Et à un moment donné, je voulais vraiment m'énerver contre elle. Et je me suis calmée, je me suis dit, OK, elle va juste se taire, poser son téléphone et juste me regarder faire. Et j'ai fait. Et ensuite, elle a capté le truc qu'elle a fait. Donc, souvent, on demande à nos collaborateurs d'être à l'heure, de faire preuve de rigueur, de faire ci, de faire ça. Alors que nous-mêmes, en fait, on n'incarne pas, justement. C'est ça qu'on appelle un leader. En tout cas, le leader connaît le chemin. C'est ça. Et montre le chemin. Et montre le chemin, effectivement. Donc, l'exemplarité comme premier langage de leadership, c'est ce que je nous encourage tous à faire, en tout cas, dès maintenant. Nice. Merci beaucoup, Tanela. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de la Team Agile by Agile Team. Nous sommes le talk des décideurs agiles. Alors, merci Samson Vas-y. d'avoir été là. Merci Arman. Du bonheur. Voilà, c'est magnifique encore d'avoir ton expertise. Ouais. Merci à Tanela. Merci à toi, Dominique. Merci, j'étais contente. J'étais ravie d'avoir été votre hôte pour cet épisode. On se revoit très bientôt. Toujours même jour, même heure, même lieu avec la Team Agile. Pour l'heure, restez connectés, restez curieux et surtout restez Agile. Bye bye. Bye.